Messieurs les ministres, messieurs les parlementaires, messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs, je suis particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui dans ce magnifique cadre de l'Amphi Foch et dans cette enceinte prestigieuse de l'école militaire pour ces premières assises HEC de la géopolitique. Je voudrais remercier en premier lieu les autorités militaires qui nous offrent ce magnifique endroit. Nous sommes très touchés qu'ils nous aient fait confiance de cette façon. Je remercie aussi vivement nos partenaires de l'association des auditeurs IHEDN, Région Paris-Île-de-France, et leurs présidents successifs, Édouard de Taille et Pascal Rose, qui prendra la parole après moi, ainsi que leurs équipes, sans qui ce colloque n'aurait pas pu se tenir ici. Je remercie de même tous ceux qui se sont donné beaucoup de mal pour que ce bel événement ait lieu, l'équipe formidable du club HEC Géostratégie, bravo et merci. Et aussi celle des jeunes IHEDN pour leur disponibilité, en particulier aujourd'hui pour l'accueil. Je remercie de même très vivement tous les intervenants qui sont venus aujourd'hui nous faire part de leur science et de leurs réflexions. Nous allons les écouter avec beaucoup d'attention. Je voudrais enfin remercier tous ceux d'entre vous qui ont répondu présents à cette première édition. Cet après-midi promet d'être un grand succès puisque les inscriptions puis les réinscriptions sur le site IHEDN était archi-comble et que l'amphi sera probablement plein. Preuve, si besoin est, que la géopolitique passionne non seulement les IHEDN et les personnes du monde de la défense qui sont présents, mais aussi les camarades HEC. Comment va se dérouler cette session? Je rappelle très brièvement le programme. Après l'accueil fait par mes soins, puis par mon ami Pascal Rose, nous aurons deux exposés. L'un fait par Nicolas Lemoine, directeur de l'Executive Education de l'école HEC, pour un volet plutôt business de notre affaire et, si j'ai bien compris, un peu historique des relations commerciales des routes de la soie. L'autre par Étienne de Durand, délégué pour la politique et la prospective de défense à la Direction générale des relations internationales et de la stratégie au ministère des Armées, qui remplacera Madame Guiton. Ce sera un volet plutôt géopolitique et défense. Il y aura ensuite 3 tables rondes, l'une modérée par Renaud Girard du Figaro, une deuxième modérée par Marie-Noëlle Tinet-Dièvre, directeur adjoint du cluster maritime, et une troisième qui sera modérée par Pascal Chéniaud, professeur à HEC. Je rappelle que vous avez les biographies détaillées de tous les intervenants dans les plaquettes qui vous ont été distribuées à l'entrée. Donc nous ne referons pas le panégyrique des intervenants au fur et à mesure pour gagner un peu de temps. Voilà. Nous aurons une petite pause de 15 minutes entre la deuxième et la troisième table ronde. Ensuite, nous aurons le témoignage de M. Min Fan. Min Fan est le fondateur de Ctrip Group, le premier groupe chinois de services touristiques. Enfin, la clôture du colloque sera assurée par Hubert Védrine. Un programme particulièrement dense donc, comme vous le voyez. J'espère qu'il va vous passionner. Après cela, un cocktail nous réunira dans les salons Joffre, qui sont juste à côté. Nous présenterons à cette occasion les livres de nos intervenants que vous pourrez vous procurer. Une précision, pendant cette session, nous ne prendrons pas de questions. En effet, les tables rondes ne durant qu'1 heure et quart chacune, et comme nous en avons 3, plus les interventions avant et après, nous avons préféré accorder plus de temps pour les interventions. Ceux d'entre vous qui auront des questions qui leur brûlent les lèvres, et je pense que ça sera forcément le cas, pourront les poser aux intervenants au moment du cocktail. Quels sont les objectifs de ce colloque? Il y en a 2 principalement. L'un, c'est de faciliter les échanges, les idées et les relations entre la communauté des affaires, celle de la défense et celle de la géopolitique. Depuis 12 ans maintenant, le club HEC Géostratégie que je préside tente de sensibiliser la communauté HEC aux questions géopolitiques, mais nous constatons que malgré tout, le temps passant, les interactions entre ces mondes restent insuffisantes, la pensée économico-sociale n'est pas assez géopolitique, et de même, la pensée géopolitique n'intègre souvent pas assez les problématiques économiques et commerciales. C'est vrai dans les 2 sens. Même si on se parle, chaque communauté reste un peu sur son quant à soi, comme si l'une disait à l'autre « regarde donc les risques » et que l'autre répondait
regarde donc les opportunités. Or, le monde d'aujourd'hui, et plus encore celui de demain, nous le voyons bien dans la problématique qui nous est posée dans ce colloque, qui est à la fois 100% géopolitique et 100% commercial, nous impose d'imbriquer de plus en plus ces deux visions des choses. C'est le premier objectif de ce colloque. Le deuxième, c'est de rapprocher les décideurs, tant ceux des affaires que ceux de la défense et de la géopolitique, et les jeunes. Il nous semble en effet absolument indispensable qu'il existe, en dehors des processus de stage ou de recrutement, plus d'instances qui facilitent les contacts et les échanges entre ces deux populations. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à associer l'école HEC et ses étudiants d'une part, et les jeunes IHEDN d'autre part. Nous espérons qu'à la fin de la journée, cet objectif d'échange aura aussi été atteint. Venons-en maintenant à la thématique du colloque. Les enjeux géoéconomiques des routes de la soie. Je dois dire que lorsque nous avons retenu ce thème il y a plus d'un an, à l'instigation de mon camarade Hervé Hamelin, membre du bureau, nous étions loin de nous douter que nous serions autant dans la plaque. La question des routes de la soie est certainement aujourd'hui l'une des questions, sinon la question la plus structurante sur le plan géopolitique et commercial des prochaines années. À ce propos, nous avons voulu sortir du débat pour-contre, réducteur et stérile, mais aussi de la vision purement commerciale des choses qui manque de hauteur de vue stratégique. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu, en quelque sorte, enchasser la réflexion sur les routes de la soie elles-mêmes dans deux autres réflexions, l'une en amont, consistant à nous demander qu'y a-t-il dans la tête et dans l'ADN de ceux qui nous font ces propositions, comment cet ensemble chinois fonctionne-t-il. Ça, c'est la table ronde numéro 1, modérée par Renaud Girard, intitulée « Les piliers de la stratégie chinoise », et une autre en aval, consistant à nous demander qu'est-ce qui peut bien se passer à partir de ça, quels peuvent être les scénarios. Ça, c'est plutôt la troisième table ronde, modérée par Pascal Chéniaud. Entre les deux, la réflexion sur les routes de la soie elles-mêmes, avec la deuxième table ronde, modérée par Marie-Noëlle Tinet-Dièvre, où nous avons voulu aborder non seulement les aspects terrestres et maritimes, ceux dont on parle beaucoup, mais aussi et absolument les aspects du digital, ce qui n'est pas le moins important, loin s'en faut, et je compte beaucoup sur notre ami Christophe Ebel, je ne sais pas s'il est déjà arrivé, pour nous éclairer sur ce point. Cette idée d'enchasser la réflexion plus économique dans deux réflexions plus géopolitiques nous avait été proposée par notre ami Pascal Chéniaud dès notre première rencontre. Elle nous a paru tout de suite très intéressante, car susceptible d'éviter le piège de la vision purement commerciale avec le nez sur le guidon. En d'autres termes, et je terminerai par là, je pense que nous devrons cet après-midi répondre à deux questions. La première consiste à nous demander si cette proposition des routes de la soie qui nous est faite est plutôt d'ordre harmonique, coopérative, ou au contraire, malgré ses apparences, je dirais, enchanteresses, si elle est plutôt d'ordre hégémonique. La différence entre les deux, je le remarque au passage, tenant beaucoup dans la question des garde-fous et des garanties, une question dont on parle peu et dont j'espère que nous parlerons aujourd'hui. Derrière la belle et grande harmonie universelle, qu'est-ce qu'il y a de concret pour garantir les libertés et les intérêts réciproques des uns et des autres? Ça, c'est largement la première table ronde et aussi la deuxième. La deuxième question, en fait, consiste à se demander si la première question est pertinente. C'est-à-dire, quelle que soit la nature de la réponse à la première question, et à supposer que la conclusion en soi, que c'est largement une recherche d'hégémonie et pas d'harmonie qui prévaut dans la tête des concepteurs de cette offre, est-ce que la qualité de la réponse prudente, ferme, mais aussi suffisamment intéressée et intéressante sur le plan des affaires, est susceptible de transformer cette offre en une offre qui soit coopérative? Cette offre, quels que soient ses principes de départ, sommes-nous capables de la faire évoluer pour en faire quelque chose qui nous rende véritablement service et qui nous profite? C'est toute la question de ce qu'on peut appeler le commerce intelligent qui est posée. Et ça sera plutôt la deuxième et surtout la troisième table ronde. Voilà, je vous remercie. Je cède la parole à Pascal Rose.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Après le teasing formidable qu'a fait François, moi je vais davantage me centrer sur l'IHEDN et l'association régionale que j'ai l'honneur de présider. L'IHEDN a été fondée en 1936 par l'amiral Castex pour créer un espace, un lieu où puissent se rencontrer des militaires, des fonctionnaires, des cadres de l'armement, afin de renforcer le lien entre l'armée et la nation. 80 ans plus tard, alors que cette notion est globalement moins incarnée, notamment avec la fin du service national, l'IHEDN est toujours au centre du jeu, en actualisant la portée de l'esprit de défense au vu des défis actuels de sécurité. L'Institut développe donc l'esprit de défense et approfondit les questions relatives aux relations internationales en formant des responsables de haut niveau, civils et militaires. L'IHEDN n'est pas une école militaire, elle est un institut de formation et de réflexion sur des questions de défense du territoire et de la défense des intérêts nationaux. Formation donc qui réunissent en sessions nationales, régionales ou thématiques des responsables de haut niveau, encore une fois, civils et militaires, qui certes apprennent, mais aussi travaillent en commun et partagent leurs expériences socio-professionnelles. Les grandes thématiques de l'école sont la politique de défense, l'armement et l'économie de défense, l'ancien CHEAR, les enjeux et la stratégie maritime, l'international, l'intelligence économique. Une session nationale annuelle, des sessions régionales, des séminaires jeunes, des cycles de formation à l'école militaire, au cours desquels se crée un lien entre les stagiaires. Le président de l'Union a toujours l'habitude de dire que c'est le dernier endroit où l'on peut se faire des amis d'enfance, et c'est un peu vrai. Une fois que les stagiaires ont terminé leur session, ils acquièrent le titre d'auditeur, et pour que cette belle histoire, pour que ces liens noués, pour que le contenu de la formation ne s'arrête pas à la fin de la session, eh bien, les auditeurs sont invités à rejoindre des associations d'auditeurs. Il y en a une quarantaine en métropole, en Outre-mer et à l'international. J'ai l'honneur de représenter l'association régionale des auditeurs des hautes études de défense de Paris et de l'Île-de-France. Notre siège est ici, à l'école militaire. Nous comptons un peu plus de 400 adhérents. Et qui fait-on? Pour faire quoi? Eh bien, pour organiser un colloque comme celui d'aujourd'hui, avec le centre de géostratégie d'HEC, et grâce aux liens qu'on a pu nouer avec cette école, nous fédérons les auditeurs pour leur permettre de se retrouver, d'échanger, d'approfondir des thématiques de défense ou de s'enquérir d'un point particulier du moment. Par exemple, une thématique en ce moment qui nous intéresse beaucoup, c'est le service national universel. Nous formons, donc nous fédérons, nous formons avec, nous aidons l'Institut dans les sessions régionales avec des cadres de comité, nous formons des professeurs d'histoire géo pour leur donner des éléments, des clés dans leur démarche de transmission de l'esprit de défense. À ce titre, nous participons à l'organisation de rallyes citoyens qui sont l'occasion de réunir des collégiens et des lycéens pour qu'ils rencontrent des militaires, pour qu'ils fassent un travail de mémoire sur 14-18, sur 39-45, au cours d'ateliers un peu ludiques. Nous avons d'ailleurs fait un séminaire, un rallye citoyen, une quinzaine de jours, au Mont-Valérien pour les collégiens des Hauts-de-Seine. Et nous formons et sensibilisons aussi des élus sur les aspects de la défense, les aspects notamment budgétaires ou de sécurité. Et nous informons, c'est ce que nous faisons ici, avec des cycles de conférences. Nous avons une conférence sur l'Iran. Lundi dernier, nous traitions de l'Europe du président Trump et quelle réponse l'Europe doit-elle adapter vis-à-vis de ces postures de l'Amérique. Le mois prochain, nous parlerons de l'Afrique. Quelle réponse apporter aux montées de l'islam? Et cet après-midi, donc, sur les enjeux et les réponses possibles à la visée sans doute un peu hégémonique de la Chine dans le beau vocable des routes de la soie. Des conférences, des visites, des voyages et des comités d'études où quelques auditeurs se réunissent pour travailler plus spécifiquement un thème. Par exemple, en ce moment, nous avons 3 comités d'études qui tournent. L'influence de la France, la diplomatie, l'influence de la France, notamment au Moyen-Orient, sous la présidence d'Henri Degnaud, que je salue, notre ambassadeur. Un comité cyber, quelle réponse apporter aux entreprises?
et un comité jeunesse, comment travailler avec la jeunesse des territoires difficiles. Cette jeunesse est-elle un péril pour la nation? Quels enjeux? Alors, faire un petit peu de pub. Auditeurs qui n'êtes pas encore adhérents, écoutez, on va vous engager à venir nous rejoindre. Et puis, nous avons aussi, à côté des auditeurs, des membres associés qui sont des personnalités qui sont impliquées dans les choses de la défense, de la stratégie internationale, des universitaires, ou engagés dans le lien armée-nation, dans le lien de la citoyenneté. Donc, si vous avez envie de partager votre expérience, d'approfondir des sujets de défense, de sécurité, de cybersécurité, de rayonner, eh bien, écoutez, dans une ambiance plutôt sympa et détendue, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre à l'Association des auditeurs de Paris-Île-de-France. Je vous souhaite un très bon colloque. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous, parce que j'ai dans la salle mon prof de géopolitique. Donc, c'est un peu une sorte d'oral pour moi. Il faut que je fasse attention. J'ai révisé. Je m'appelle Nicolas Lemoine et j'ai le privilège de diriger à HEC un département qui est peu connu, mais qui se développe énormément, qui est le département des programmes sur mesure à HEC. Un programme sur mesure, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous ciblons les entreprises. Nous allons voir des grandes entreprises, des PME, des fédérations professionnelles, et nous développons pour elles des programmes sur mesure, c'est-à-dire des programmes qui n'existent pas. Nous créons à chaque fois un nouveau programme pour ces organisations, pour ces entreprises, qui peuvent être des programmes très courts pour aider un comité exécutif dans une phase difficile, ou des programmes très longs pour accompagner les managers de haut niveau et de niveau intermédiaire d'une grande banque qui sont confrontés à l'évolution de leur métier, à l'arrivée du digital, à d'autres formes de concurrence. Nous aidons aussi des entreprises qui souhaitent se développer à l'international et plus particulièrement en Chine. Je l'ai dit, nous développons ces programmes sur mesure, donc je vous ai préparé une introduction sur mesure, forcément. Je ne voudrais pas que vous croyiez que tout ce que je vais vous dire, je l'ai sorti sur un bout de papier de ma mémoire. Ce serait faux. J'ai fait une petite recherche pour vous et je me suis intéressé, conscient de la qualité de tous les participants aux différentes tables rondes, je me suis dit, il faut que j'arrive à me démarquer quand même un petit peu, que j'essaye de faire quelque chose de différent, parce qu'en termes de compétences, en termes de connaissances, en termes d'expérience, je ne suis pas au niveau. Donc il faut que je trouve quelque chose d'autre pour intéresser l'auditoire. Et je me suis intéressé à ce que l'on voit dans le rétroviseur, c'est-à-dire à l'histoire de la route de la soie, ou des routes de la soie, et aux relations économiques par le passé, qui ont existé, et le lointain passé, qui ont existé entre la Chine et, d'un point de vue général, l'Europe. La première de mes surprises a été sur l'expression « la route de la soie ». Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, moi je m'imaginais qu'on parlait de la route de la soie depuis Marco Polo. C'était à peu près la seule référence réelle, historique que j'avais. Il y avait Samarcande, qui flottait un peu dans mon esprit, mais Marco Polo, c'était assez sûr. Et donc je pensais que la route de la soie, ce terme-là, avait été utilisé depuis cette époque. J'ai eu la surprise de découvrir que le terme consacré de route de la soie, en fait, était mis en lumière à la fin du XIXe siècle par un géographe allemand, von Richthofen. Je n'avais peut-être pas besoin de dire qu'il était allemand. Et ce géographe a parlé en premier des routes de la soie. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il parlait des routes de la soie dans un projet de liaison ferroviaire entre l'Allemagne et la Chine. J'ai trouvé le parallèle assez intéressant. De façon plus ancienne,
la route de la soie était déjà connue des Romains. Au 1er siècle, j'ai trouvé des commentaires un peu acides de Sénèque sur la soie. Il trouvait que la soie était un tissu frivole qui dévoilait plutôt qu'il n'habillait. Et il était férocement opposé à la soie. Celui qui a émis un commentaire qu'à mon sens, nous devrions considérer comme intéressant, c'est Pline l'Ancien. Pline l'Ancien, donc c'est le 1er siècle de notre ère, Pline l'Ancien avait dit à propos de ces routes de la soie qu'elles enlevaient 100 millions de sesterces par an à l'Empire romain. C'est-à-dire que on la traduirait ça aujourd'hui en déficit de la balance commerciale. Elle était évaluée par Pline l'Ancien à 100 millions de sesterces et il rageait contre cet état de fait. L'expression « route de la soie », j'ai découvert en faisant ces petites recherches qu'elle était trompeuse. Là aussi, je m'imaginais des caravanes de chameaux transportant de la soie. Bien, les caravanes ont transporté énormément de choses, du musc, de la vaisselle de métal et d'autres denrées précieuses, mais elles n'ont que très rarement transporté la soie. La soie était en fait une monnaie d'échange utilisée par la Chine pour négocier des accords, et plus particulièrement des accords de laissez-passer avec l'ensemble, on ne va pas parler de pays, mais l'ensemble des potentats que les caravanes devaient traverser. Donc la route de la soie n'a que très peu vu transiter de la soie. C'était à une époque où la Chine avait une sorte de doctrine qui utilisait la soie comme monnaie d'échange pour dresser les barbares lointains contre les barbares proches, et ainsi vivre en paix et sécuriser ses frontières. Le vrai début de la route de la soie, c'est le 2e siècle avant notre ère, et il est vrai que c'est une initiative chinoise de protection contre les Huns. C'est à cette époque-là que se sont développées les premières routes de la soie. Lorsque l'on regarde un petit peu plus loin dans le temps, nous arrivons au milieu, on va dire, du 1er millénaire, Samarcande. Et là, il y a toute une période de prospérité de cette route de la soie. Les Sogdiens étaient des marchands extrêmement habiles et ont développé le commerce de façon remarquable, mais plus uniquement sous l'impulsion des Chinois. C'était réellement Samarcande qui devenait le pivot de l'ensemble jusqu'à une période un petit peu plus récente où la Chine a repris la main, d'ailleurs de façon un petit peu brutale. Il y a eu une sorte d'élan à l'époque de xénophobie de la part des gouvernements et de l'empereur de Chine, mais ils ont décidé de reprendre la main sur le commerce qui était effectué par Samarcande. On considère que c'est Gengis Khan qui a refait naître la route de la soie à travers une succession de conflits. Je ne résiste pas au plaisir de vous citer ce qui était dit par... alors c'est un petit peu plus ancien, je l'ai omis tout à l'heure, mais en 81 avant Jésus-Christ, à la cour du roi qui contrôlait la majorité de la Chine, se discutait alors l'expansion commerciale, et à la cour de ce roi était utilisé un terme que je vous cite: « Nous grignotons les richesses de nos ennemis ». Je laisse ce commentaire à votre libre appréciation. Je reviens maintenant à Gengis Khan, donc, qui fait la guerre pour pacifier et laisser libre cours au commerce, avec un certain succès. Et bien évidemment, au XIIIe siècle, Kubilai Khan unifie l'Empire mongol, et c'est l'âge d'or de la route de la soie qui va perdurer jusqu'en 1360 et la dynastie des Ming, qui va refermer un petit peu plus la Chine, qui va faire preuve d'isolationnisme. À l'époque de Kubilai Khan, il était très facile de circuler en Chine. Vous savez, on parle beaucoup aujourd'hui en Chine de ces caméras vidéo
qui sont capables de nous identifier, qui sont capables de repérer un individu ayant une activité illicite assez facilement. On en voit partout. Pour ceux qui sont allés récemment à Pékin ou à Shanghai, les caméras vidéo sont un petit peu partout. Eh bien, à l'époque de Kubilai Khan, lorsque des voyageurs s'arrêtaient dans des hôtelleries, il y avait des officiers qui prenaient leur nom, qui vérifiaient que le soir, ils étaient bien dans l'hôtellerie et qu'ils y restaient. Ils étaient enfermés dedans. Et le lendemain, la porte était ouverte pour leur permettre de partir. Et ces officiers maintenaient un registre extrêmement précis de qui rentrait et qui sortait. Il y a certaines choses qui perdurent. En 1360, donc, les Mongols s'en vont, dynastie Ming, isolationnisme, qui va durer jusqu'en 1650. Au passage, je ne vous ferai pas l'insulte de rappeler que la circumnavigation est arrivée, Vasco de Gama, et que le regard des royaumes européens s'est plutôt tourné vers l'ouest, vers les États-Unis, et il va donc y avoir une décroissance de l'importance de la route de la soie. Voilà, j'espère ne pas vous avoir ennuyé avec ces rappels historiques. J'espère surtout ne pas avoir été lénifiant ni pompeux dans mon discours. Je vous le redis, tout ce que j'ai exprimé là, je ne le savais pas avant cette introduction. Donc maintenant, je vais pouvoir, grâce à vous, briller dans les dîners parisiens. Je remercie au passage Franz Grenet, qui est professeur au Collège de France, et grâce à qui j'ai pu vous faire cette brève introduction. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée avec nous. Merci beaucoup, Nicolas. Effectivement, c'était très utile de nous rappeler un peu l'histoire et de nous montrer que parce que, évidemment, à travers ces routes de la soie passaient non seulement des commerçants, mais aussi des diplomates. Donc, c'était une route qui était à la fois commerciale et en même temps géopolitique. Donc, les deux choses étaient déjà liées depuis longtemps. Donc, j'accueille maintenant avec un très grand plaisir Monsieur Étienne de Durand, qui a réussi à passer les contrôles de son propre ministère et qui est délégué pour la politique et la prospective de défense au sein de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie et qui remplace Madame Guiton. Je suis heureux de vous laisser la parole. Merci, monsieur. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir d'être parmi vous. Je vous transmets tout d'abord les regrets de ma directrice générale qui a été appelée, comme toujours, au dernier moment. Dans ces cas-là, malheureusement, c'est le fonctionnement ministériel qui veut les choses ainsi. Mais nous sommes parfaitement conscients de l'importance du sujet et croyez bien qu'elle y attache elle-même une grande importance. Alors, je ne vais pas tant vous parler, moi, de l'abri, parce que en fait, vous allez passer votre journée à discuter de ce sujet. Moi, je vais essayer plutôt de vous fournir un cadre général à propos de l'action de la Chine à travers le monde, du point de vue qui est le mien, qui est celui du ministère des Armées, qui est forcément un point de vue limité, mais qui, j'espère, jettera un éclairage particulier. Avant de faire cela, je vais d'abord vous dire deux mots de la DGRIS. Rassurez-vous, ce ne sera pas trop long et vous n'aurez pas de projection d'organigramme, d'ailleurs pas de PowerPoint en général. Donc quelques mots sur la DGRIS. Ensuite, le cadre général de notre environnement, de l'environnement stratégique tel que nous le percevons. Enfin, quelques éléments un peu plus spécifiques sur la Chine, vu du point de vue de mon ministère. Tout d'abord, la DGRIS. Nous avons été créés récemment, nous avons succédé à la DAS, à la délégation aux affaires stratégiques. Nous sommes une direction générale, désormais, et nous sommes là pour apporter plus encore de cohérence à l'action internationale du ministère des Armées, qui est considérable, qui n'est pas forcément bien connu, mais qui est considérable. Nous sommes présents, j'ai envie de dire, dans le monde entier, pas tout à fait, mais pas très loin. Alors, ça, c'est le côté RI de DGRIS. Il y a aussi le côté S. Ça, c'est la stratégie. J'y reviens dans un instant. Donc, il y a 4 directions, 2 directions régionales, une pour le nord, une pour le sud, une direction fonctionnelle qui s'occupe d'influence, d'officiers français à l'étranger, etc. Et puis, ma propre direction, dont je suis le directeur adjoint. Nous nous occupons de sujets techniques de type non-prolifération, mais nous nous occupons également de stratégie de défense, de prospective et de soutien à la recherche stratégique. Donc autant vous dire que la Chine, dans 10 ou 15 ans, ou des sujets de cette nature-là, sont des sujets qui sont parfaitement au cœur, en réalité, de nos intérêts.
mais nous voyons ça sous un angle particulier, puisque nous sommes le ministère de la Défense, et nous, forcément, nous voyons d'abord et avant tout les aspects pathologiques. Alors, je le dis d'emblée, mais je ne m'en excuse pas, c'est notre mission. Donc, nous nous occupons des menaces structurelles, et j'ai envie de dire même des pathologies incurables. Voilà, pour ces quelques mots sur la DGRIS. Je vais commencer par rappeler un certain nombre de choses sur notre environnement stratégique, si vous le voulez bien. Et je vais vous renvoyer à la revue stratégique de 2017, que vous trouvez en ligne. Alors, je ne dis pas ça juste parce que c'est un document officiel. Je le dis parce que nous avons été directement impliqués dans son élaboration avec le comité qui l'a réalisé. Et parce que c'est notre mission. Donc, autant vous dire qu'on a regardé tout ça de très près. Donc, dans cette revue, vous trouverez, pour ceux qui ne la connaissent pas, un certain nombre d'éléments, et en particulier la partie centrale, la partie B, qui s'occupe des menaces et des nouvelles formes de conflictualité, de façon prospective, c'est-à-dire à horizon d'une dizaine d'années. Et c'est le sujet qui va nous occuper. Nous distinguons trois grands types de menaces, les deux premiers dont je ne vais pas parler, c'est-à-dire l'enracinement du terrorisme djihadiste. La deuxième menace dont je ne vais pas parler, c'est l'accélération de la prolifération des armes de destruction massive et prolifération en général des systèmes militaires avancés. Mais le troisième sujet, je vais en parler, c'est le retour de la compétition militaire et des rivalités entre les grandes puissances. Et c'est évidemment le cœur de ce dont je vais parler aujourd'hui. Alors, du point de vue de la France, ces trois types de menaces sont d'égale importance, je le précise d'emblée. Mais vu votre sujet du jour, je n'ai parlé que du troisième, le retour de la compétition stratégique. Nous l'avons constaté depuis un certain nombre d'années, mais nous en avons constaté surtout l'accélération de tous les traits que je vais rappeler brièvement. Tout d'abord, c'est la remise en cause de l'ordre international tel que nous l'avons connu pendant plusieurs décennies. Le multilatéralisme qui est attaqué de son principe même, les traités qui sont remis en question les uns après les autres, y compris ceux qui sont au cœur de l'architecture de sécurité européenne, et ça je pense que vous avez tous vécu ce qui se passe ces derniers temps à propos du traité dit FNI, Force nucléaire intermédiaire, c'était dans la presse, mais sachez que ce n'est pas limité à l'Europe. Remise en cause également des normes fondamentales qui sont au cœur du droit international, par exemple l'annexion territoriale. S'il y a bien un principe absolument fondateur pour le droit international et pour la stabilité stratégique, c'est celui-là. Et puis au-delà de tout ce qui est visible, ce qui l'est moins, autrement dit, les comportements. Deuxième caractéristique marquante de notre nouveau monde, de notre nouvel environnement stratégique, c'est ce que nous avons appelé la multipolarité nucléaire. Nous avons été pendant des décennies habitués à un monde dans lequel il y avait en gros deux camps nucléaires. La réalité est un peu plus compliquée. À partir de la grande brouille sino-soviétique, il y a en réalité trois camps nucléaires, en quelque sorte, les Occidentaux, les Soviétiques et les Chinois. Mais enfin, informellement au moins, les Chinois sont du même côté que nous, surtout après le voyage, bien entendu, de Nixon. Donc, fondamentalement, nous avons pris l'habitude d'opérer dans un monde où il y avait 5 puissances nucléaires établies, d'autres existantes, même si elles n'étaient pas établies, et puis des proliférateurs, mais fondamentalement, c'était un univers bien balisé. Cet univers est derrière nous. Je n'ai pas besoin de vous parler de la Corée du Nord, ça fait la une des journaux, mais quand vous rentrez dans le détail, vous constatez aujourd'hui que non seulement il y a plus de puissances nucléaires qu'autrefois, mais vous avez également des puissances nucléaires qui ont des comportements qui ne sont plus ceux de la guerre froide, par exemple avec une rhétorique nucléaire relativement agressive et fréquente. Je vais citer la Russie. Donc ça, c'est un vrai point de rupture avec le passé. Donc ça m'amène à deux premières conclusions sur notre environnement. Premièrement, nous sommes en train de découvrir en France tout particulièrement que la multipolarité ne signifie pas le multilatéralisme. En fait, ça signifie à peu près l'inverse. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un monde multipolaire, je viens de le dire d'un point de vue nucléaire, mais plus le monde est multipolaire, moins il est multilatéral. Autrement dit, moins il est coopératif. Et c'est justement ce que nous constatons avec le retour en force des compétitions entre grandes puissances. Deuxième aspect absolument dimensionnant, c'est la compétition tous azimuts entre la Chine et les États-Unis, d'un point de vue stratégique. Vous le voyez dans la presse aujourd'hui avec l'affaire Huawei, nous le vivons au quotidien sur plein de sujets, certains ouverts, d'autres moins, et nous le constatons dans à peu près toutes les régions du monde. Alors, cette compétition, elle prend aussi des formes particulières. Une forme qui n'est pas particulière, qui est bien connue, mais qu'on avait un peu oubliée après les décennies d'accalmie de l'après-guerre froide, c'est la course aux armements. Nous sommes rentrés dans une nouvelle course aux armements entre grandes puissances, et il ne se passe pas quasiment d'années sans que vous ayez des annonces programmatiques majeures. Je vais prendre un exemple facile qui n'est pas chinois, mais j'en prendrai tout à l'heure. Je vous rassure qu'il y a un exemple russe. Je vous renvoie au discours de Vladimir Poutine du 1er mars, où après un certain nombre de développements sur la politique intérieure ou d'ailleurs les relations internationales, il a développé un long catalogue de systèmes stratégiques que la Russie était en train de développer ou allait sous peu développer.
Cette course aux armements, elle s'insère avec en toile de fond une rivalité technologique très importante entre les grandes puissances, et en particulier entre les États-Unis et la Chine, et sur fond également d'accélération du progrès technologique. Donc vous avez ces trois tendances en même temps. Course aux armements, course technologique, compétition technologique, accélération du progrès technologique dans tout un tas de domaines. Parce que cette compétition est permanente, elle se joue évidemment à chaque instant et pas nécessairement à l'occasion des crises. Ce qui est visible, en particulier de façon publique, ce sont les crises, mais cette compétition, elle se joue en permanence, tout au long du continuum paix, crise, conflit. Donc beaucoup de choses, pour le dire autrement, se passent de façon ambiguë, beaucoup de choses se passent sous le seuil du conflit ouvert, et en particulier dans les nouveaux domaines qui se prêtent particulièrement bien à des intrusions, voire des agressions qu'on peut ne pas revendiquer. Et je vais m'appuyer sur le discours de ma ministre il y a quelques mois, qui parlait de l'espace. C'est l'un de ces domaines qui se prête bien aux agressions ambiguës, puisque, je rappelle, l'espace exo-atmosphérique, c'est extrêmement difficile de savoir ce qui s'y passe, par définition, de le surveiller de façon constante. Donc, Mme Parly a clairement indiqué qu'un satellite russe, par exemple, s'était approché de trop près d'un de nos satellites et qu'on pouvait avoir des motifs légitimes d'inquiétude quant à la nature de cette manœuvre et surtout aux objectifs qui étaient recherchés. Voilà, ça c'est un exemple. Un autre exemple qui est pour le coup plus connu du grand public, c'est ce qui se passe au niveau cyber, où vous avez aujourd'hui des intrusions et des attaques de toute nature au quotidien, qui se comptent littéralement par milliers, pour à peu près d'ailleurs tous nos pays. Autrement dit, cette compétition, elle est militaire, je viens de l'indiquer, mais elle est également multidomaine. Elle ne se contente pas, j'ai envie de dire, de la compétition militaire classique, mais elle se joue désormais non seulement dans toutes les régions du monde, mais dans tous les domaines possibles, y compris les domaines non militaires, l'économie et la technologie. Tout ça nous amène à des risques avérés qui sont détaillés dans la revue stratégique et qui sont pour nous de réels points d'inquiétude. Tout d'abord, nous constatons que les espaces communs sont de plus en plus contestés. Je pense à la haute mer, donc ce qui n'est pas les eaux territoriales. Je pense également à l'espace exo-atmosphérique et au cyber. Dans tous ces espaces communs, on constate soit des velléités, soit même des tentatives d'appropriation. Elles peuvent être technologiques, elles peuvent aussi plus bêtement consister à revendiquer un territoire, enfin plus classiquement. Elles peuvent aussi consister, par exemple, à poldériser des îles et à déclarer désormais que tout vaisseau qui s'approcherait, ça c'est évidemment le cas chinois, tout navire qui s'approcherait des îles en question doit se déclarer, ce qui reviendrait, si on le faisait, si on l'acceptait, à reconnaître une souveraineté, une forme de souveraineté de facto. Cette compétition, et les formes de cette compétition que j'ai très brièvement rappelées, qui reposent beaucoup ces formes sur l'ambiguïté, sur l'opacité, entraînent des risques d'escalade dont il faut être conscient. Alors je fais exprès, nous faisons exprès de la revue stratégique d'utiliser ce vieux terme de guerre froide qui doit rappeler quelques souvenirs à certains d'entre vous. Pourquoi est-ce qu'on parle d'escalade ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'arrière-plan nucléaire que j'ai mentionné il y a quelques minutes, la multipolarité nucléaire. Autrement dit, ces rivalités entre grandes puissances, elles se jouent dans tous les domaines, mais n'oublions pas que toutes les grandes puissances en question sont également des grandes puissances nucléaires. Alors, ça m'amène à la Chine, en quelques mots, mais encore une fois, je vais être bref. Mon temps de parole est bientôt épuisé, et vous allez avoir toute l'après-midi pour en discuter. La Chine, naturellement, est une puissance globale aujourd'hui. C'est plus juste une puissance régionale. Vous le vivez plus que nous dans le domaine économique, mais nous le constatons aussi désormais dans le domaine militaire et stratégique. La Chine est une puissance qui veut légitimement une place internationale qui soit à proportion de ses moyens, mais qui semble tenter également de remodeler l'ordre international. Et c'est là, évidemment, où les choses sont plus difficiles. J'ai fait allusion déjà à ce qui se passe en mer de Chine du Sud. Permettez-moi d'insister sur deux autres aspects. Tout d'abord, l'effort technologique, qui est bien connu, mais qui, du point de vue de mon ministère, évidemment, est un peu inquiétant, parce que cet effort technologique porte sur beaucoup de technologies militaires de pointe ou de technologies duales. Et deuxièmement, et c'est surtout ça le cœur de notre inquiétude, bien entendu, un effort militaire considérable. Un effort aujourd'hui militaire considérable. En source ouverte, le budget militaire chinois est de 170 milliards de dollars, donc c'est le deuxième budget au monde, d'assez loin. Je rappelle quand même que c'est par la magie des taux de change, vous avez une appréciation en réalité plutôt bénigne du budget si vous le prenez en dollars, c'est-à-dire que si vous regardez en pouvoir d'achat interne, c'est ce que vous pouvez acheter avec l'équivalent en monnaie chinoise, ça correspond à nettement plus que 170 milliards de dollars, pour dire les choses clairement.
Nous constatons le développement de capacités de haut du spectre, capacités destinées à soutenir des ambitions et des intérêts globaux, et aussi à soutenir de long terme une rivalité qui est d'ailleurs présentée telle qu'elle, si je ne me trompe, dans les derniers discours des dirigeants chinois, une rivalité de long terme avec les États-Unis. Donc ça va être dans le domaine spatial, la Chine d'ores et déjà la deuxième puissance spatiale aujourd'hui, assez nettement. Ça va être dans le domaine des armes antisatellites, ça va être dans le domaine des armes à énergie dirigée, etc. Tout ça se double aussi d'un effort très considérable dans le domaine des capacités de projection de puissance, ce que nous appelons ainsi de notre jargon. Pour être clair, la Chine est sur le point d'avoir deux porte-avions, est en train d'en construire un troisième. Donc ça, il y a clairement une... Enfin, vous ne faites pas des porte-avions pour rester dans votre zone. Hein. Les porte-avions, ça sert à aller loin. Et je vous renvoie également à l'effort très important consenti par la Chine pour ce qui est de ses sous-marins nucléaires. Un effort en fait sans équivalent aujourd'hui dans le monde, hein, quand je regarde le rythme de production des sous-marins. Enfin, dernier point, c'est évidemment le nombre de bases ou de facilités portuaires que la Chine est en train de développer dans toute la zone Indo-Pacifique. Et là aussi, nous regardons, nous prêtons une grande attention, naturellement, à ces développements. Donc, du point de vue du ministère des Armées, qui est, je l'ai dit, un point de vue spécifique, un point de vue par construction étroit, mais nous sommes payés pour avoir ce point de vue-là, l'abri s'insère dans un contexte qui est tout sauf neutre. Alors, quelques mots de conclusion, si vous me le permettez. Tout d'abord, nous sommes concernés, je voudrais le rappeler, nous, Européens, et nous, Français, à double titre. Nous, Européens, parce que nous sommes insérés dans une économie globalisée. Autrement dit, les tensions qui se jouent dans l'océan Indien ou en mer de Chine du Sud, par nature, vont avoir des réverbérations immédiates sur l'économie mondiale et donc sur nos économies. Ce qui est vrai dans le domaine économique est également vrai dans le domaine énergétique et en termes d'approvisionnement. On sait très bien que le prix du pétrole est un prix unifié. Donc s'il y a des tensions, même concernant les approvisionnements asiatiques, à l'occasion d'une crise en Asie, qui est une zone aujourd'hui de grande tension et où se concentre la course aux armements dont je parlais tout à l'heure, par définition, nous serons également impactés. Enfin, nous, Français, nous sommes particulièrement touchés en Europe, parce que, je le rappelle, nous sommes une puissance indo-pacifique. Nous avons à peu près 2 millions de nos concitoyens qui vivent dans la zone indo-pacifique, que ce soit dans les DROMCOM ou d'ailleurs dans les pays de l'ensemble du bassin. Nous avons des intérêts commerciaux sur place importants, nous avons des flux commerciaux importants, et nous avons là aussi des intérêts en termes d'approvisionnement stratégique. Donc, ce qui se passe dans cette zone en particulier nous affecte très directement. Un peu moins directement sans doute que ce qui se passe en Europe ou en Méditerranée, mais nous affecte quand même très directement. Voilà. Donc vous comprenez les motifs de vigilance qui sont les nôtres quant à ce qui est en train de se jouer à l'échelle globale et plus particulièrement de la région Indo-Pacifique aujourd'hui. Je vous remercie.